Bonjour à tous, alors l'objet de cette vidéo c'est d'essayer de vous définir la notion de vecteur. C'est une notion très abstraite, très compliquée, je pense que c'est la chose la plus abstraite que vous verrez au lycée. Donc on va vraiment y aller très doucement. Alors l'approche qu'on va utiliser dans le programme de seconde, c'est d'approcher les vecteurs par la notion de translation. Une translation ou un glissement, c'est synonyme, c'est une transformation du plan. Ça veut dire que c'est une application qui va du plan dans le plan, donc voilà, de P dans P, et qui à chaque point du plan M va associer un point M'. Alors des transformations vous en connaissez, vous avez les symétries, les rotations, vous avez vu les homothéties, et bien ici on va donc parler de translation. Alors qu'est-ce qui va caractériser une translation? Comment on fait? Alors, on va faire un petit dessin tout de suite. Supposons qu'on prenne par exemple une petite maison, donc un carré ici avec un triangle. Et cette maison, on veut la faire glisser. Glisser, c'est-à-dire la déplacer sans changer ni ses longueurs, ni l'orientation de la maison. Donc, ça veut dire tout simplement que je vais représenter ici une maison, qui va être la même, vous voyez. Donc c'est la même, donc les mêmes tailles, mais cette maison, elle a glissé. Alors glisser, ça veut dire que chaque point de la maison, par exemple la pointe en haut, va glisser d'ici jusque là. D'accord? Donc si on parle de la première maison et de la deuxième maison, donc ici, le point A de la première maison va donner ici le point de la deuxième que je vais appeler A'. D'accord? Le point ici, que je vais appeler B, bien lui a glissé en B'. Et chaque point comme ça de la maison, alors nous on va se concentrer sur les sommets, va glisser ici et va donner un point dans la deuxième maison. D'accord? Pour bien représenter, en général, ça donne une impression comme ça de relief. Ouais. Mais chaque point ici va glisser. Et on va essayer d'étudier quelles sont les caractéristiques justement de ce mouvement, de ce glissement. Si on regarde plus en détail, il y a quelque chose qui est caractéristique. Regardons le déplacement qui va de C à C'. Donc voici. Donc je trace ici ce déplacement. Alors pour le visualiser, on peut visualiser ça par une flèche. On verra plus tard, on va faire beaucoup de flèches dans ce chapitre. Les flèches en fait vont représenter des vecteurs. Donc ici la flèche c'est C'. Qu'est-ce qui la caractérise? Et on peut regarder d'autres flèches ici. La flèche par exemple qui va de A à A'. Est-ce que ces deux flèches ont des caractéristiques communes? Je vais tracer BB'. Effectivement, quand on regarde bien, on a bien l'impression que toutes ces flèches vertes sont les mêmes. Alors, sont les mêmes, elles ne sont pas au même endroit, donc ce ne sont pas les mêmes objets, mais la caractéristique, c'est qu'on a vraiment l'impression que le déplacement à chaque fois a les mêmes caractéristiques. Qui vont être quoi ici? Eh bien, si on regarde le déplacement de C à C', eh bien, vous pouvez remarquer, on va horizontalement avancer de 4 carreaux et on va monter de 5 carreaux. Donc le déplacement CC', c'est un déplacement 4 carreaux horizontaux, 5 carreaux verticaux, vers le haut et vers la droite. Eh bien, le déplacement qui va de A à A' est le même. Regardez, quand on va de A à A', on va avancer de 4 carreaux et monter de 5 carreaux. Et le déplacement qui va de B à B' est le même. On avance de 4 carreaux et on monte de 5 carreaux. Et donc le glissement de la première maison sur la deuxième peut être caractérisé justement par ces données-là. C'est-à-dire que on va glisser chaque point de la même façon en avançant vers la droite de 4 carreaux et en montant de 5 carreaux. Regardons tout de suite un deuxième exemple. Ici, un glissement qui envoie A sur B et C sur D. Pour symboliser ce glissement, vous voyez, on a fait des flèches qui indiquent que A est envoyé sur B et que C est envoyé sur D. Comment pourrait-on caractériser cette translation ou ce glissement? Eh bien, on pourrait dire qu'on a glissé de 3 cases vers la droite et on a monté ici, on est monté de une case. Et donc, si vous voulez calculer l'image d'un autre point, eh bien c'est simple. On représente ce point, donc voilà, je mets par exemple le point E. Et pour calculer l'image de E par cette translation, par ce glissement, je vais faire exactement
le même mouvement. On va représenter donc ici un déplacement de 3 cases horizontales, donc 1, 2, 3, et une case qui vers le haut. Et on obtient ici l'image du point E que je vais appeler E'. Et donc quand je représente ce déplacement sur le dessin par une flèche, et j'obtiens quelque chose de particulier. C'est une flèche exactement identique aux autres, mais située à un autre endroit, qui part d'un autre point, qui a une autre origine. La translation donc, qui envoie A sur B peut être caractérisée par cette flèche ici qui est tout le temps la même, qu'on va représenter issue de tous les points qu'on veut. Si ici j'ai pris le point E, j'aurais très bien pu imaginer un point ici, F, et pour avoir l'image de F, eh bien j'aurais représenté une fois de plus le même déplacement, donc la même petite flèche qui va partir de F cette fois-ci, qui va avoir 3 cases horizontales, une case vers le haut. Et donc l'image de F sera le point qui est au bout de cette flèche que je viens de tracer, cette flèche qui a pour origine F. Donc la translation qui va de A vers B, eh bien sa caractéristique, ou ses caractéristiques, ça va être justement cette flèche commune que vous allez pouvoir représenter à chaque fois. Et donc, comment peut-on caractériser cette flèche, ou ce petit trait que j'ai fait de 3, 1, eh bien, il y a 3. Donc ici, cette translation, ici, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par bien 3 choses. Premièrement, la droite sur laquelle on va donc se déplacer, ce qu'on appelle son support, ou sa direction. Donc, sa direction. Alors, on peut parler de support. L'avantage du mot support, c'est qu'il n'est pas ambigu, parce que direction en français, quand on dit direction, on dit qu'on va de... Ici, quand on a par exemple un point A et V, la direction, c'est dans quel sens on part. Alors qu'en mathématiques, la direction, ça va être la droite, uniquement la droite. Donc, ici, quand on parle de la direction AB, ça va être toute la droite, ici, AB. Ça, c'est donc la direction. C'est sur quelle droite on va glisser. Ensuite, on a besoin de savoir dans quelle direction, ce qu'on va appeler le sens de glissement. Donc ici, on va aller de A vers B. Donc sur la droite, qui est la direction, on va et donc glisser dans le sens ici A vers B. Et ensuite, on a besoin de savoir combien de temps on va glisser, c'est-à-dire quelle est la longueur du glissement. Et ça, on va parler de la norme de la translation. On ne parlera pas de longueur, puisque la translation n'est pas un objet physique. On va parler de sa norme. On pourrait très bien assimiler ça à une longueur, mais nous, vraiment, on va rester dans le vocabulaire. On va parler de norme. Donc, ici, le déplacement qui envoie A sur B a comme direction, on pourrait admettre la droite AB. Son sens, c'est de A vers B, et sa norme, c'est la longueur AB. Et donc, chaque translation va être caractérisée par 3 choses. Donc, une direction, ou ce qu'on appelle le support, le sens, c'est-à-dire de quel sens on glisse, de quel côté on part sur cette direction, et ensuite, quelle est la longueur de notre déplacement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que quand on a ici un glissement ou une translation de A vers B, on a ici une représentation qui peut être facile à faire, c'est une petite flèche qui va de A vers B, et elle va caractériser notre translation, parce que on va la retrouver partout. Le point A est envoyé sur B, le point C est envoyé sur D, et ce qu'on remarque, c'est que la flèche ici donc, est tout le temps la même, mais située à un autre endroit. Donc, on peut très bien représenter ce même glissement par une infinité ici de petites flèches qui ont toutes une origine différente. D'accord? Et l'ensemble de cette infinité ici de petites flèches va s'appeler le vecteur de la translation. Donc on pourrait caractériser un vecteur en disant que c'est une infinité de flèches ici identiques qui caractérisent toutes le même glissement et auquel on va devoir donner un nom. Alors quel est le nom de cet ensemble infini? Eh bien c'est à la fois très simple et compliqué parce que ici, vous voyez, on envoie A sur B, donc on a décidé qu'on pouvait donner comme nom à ce glissement le nom AB avec une petite flèche qu'on appelle le vecteur AB ici. Mais comme cette flèche ici, ce représentant AB, eh bien c'est le même que le représentant CD, puisqu'on a dit que cette famille est infinie, eh bien on pourrait très bien l'appeler aussi CD. Donc on dira que le vecteur AB est égal au vecteur CD. D'accord? Et ainsi de suite. Si ici je dis que c'est le point E
et qu'il est envoyé sur le point F, on dira que le vecteur AB est égal au vecteur CD, mais est aussi égal au vecteur EF. Donc, un vecteur peut avoir une infinité de noms différents, hein, qui dépendent uniquement du représentant que vous avez choisi. C'est-à-dire qu'ici, si je fais de A vers B, je vais considérer que c'est le déplacement AB, de C vers D, c'est le déplacement CD, et ces noms, puisqu'ils sont égaux, hein, c'est-à-dire qu'ici, sur la flèche AB, on peut très bien indiquer que c'est le déplacement CD, puisque le déplacement CD est égal au déplacement AB. C'est ça qui peut être perturbant. Sur la flèche qui va de A vers B, on peut indiquer le nom CD. Et sur la flèche qui va de C vers D, on peut indiquer aussi le nom CD. Mais on peut aussi indiquer le nom AB. D'accord? Parce que un vecteur, ça a plusieurs noms. Dans le nom va figurer un point de départ et un point d'arrivée, hein, avec l'ordre du glissement. Ici, si je mets GH, eh bien j'ai un nouveau nom. Le vecteur AB s'appelle aussi le vecteur GH. D'accord? Mais il faut faire attention, sur ce représentant, je peux très bien indiquer le nom AB. Et c'est ça qui est très perturbant pour les élèves, puisque vous avez un objet, un vecteur, hein, qui va être représenté à des différents endroits, mais qui est en fait le même, parce qu'il traduit juste un glissement. Et maintenant, on arrive à une notion importante. Comment caractériser géométriquement le fait que deux représentants, deux flèches, hein, traduisent le même glissement? Eh bien, regardons un petit peu. Ici, on a donc A qui est envoyé sur B, C qui est envoyé sur D, et j'ai fait le même glissement. Eh bien, si c'est le même glissement, eh bien, ici, ça veut dire que vous allez avoir une figure qui est particulière. À chaque fois que vous avez comme ça deux flèches identiques, eh bien, vous avez devant vous un parallélogramme. Ça veut dire que eh bien, le vecteur qui va de A vers B, ici le vecteur AB, va être égal au vecteur CD, si et seulement si, eh bien, vous avez devant vous un parallélogramme. Donc si et seulement si AB DC est un parallélogramme. Donc c'est un chapitre dans lequel on va faire beaucoup de parallélogrammes. Donc il faudra rappeler précisément ce que c'est qu'un parallélogramme. Donc parallélogramme, hein, c'est donc un quadrilatère qui a les côtés parallèles 2 à 2. Hein. D'accord? Il a aussi les côtés opposés de même longueur. Et tout ça, ça nous intéresse parce qu'un vecteur, c'est caractérisé non seulement par, ici, une direction et un sens. Donc vous voyez qu'ici, si AB égale CD, ça veut dire que les droites AB et CD sont parallèles, puisqu'on glisse sur la même droite, on glisse dans le même sens, donc de A vers B et de C vers D, et ensuite on glisse de la même longueur, de la même norme ici. Et vous voyez bien que le déplacement qui va de A vers B est le même que celui qui va de C vers D, donc on a bien un parallélogramme des côtés parallèles, ici de même longueur. Et donc réciproquement, à chaque fois que dans un dessin, vous aurez un parallélogramme, ici A, B, C, D, eh bien vous avez des couples de vecteurs égaux. Ici, le vecteur AB va être égal au vecteur DC. AB égale DC. Parce que le déplacement qui va de A vers B est donc supporté pour direction à la droite AB, va de A vers B et a une longueur AB, a une norme. Ici, la norme du vecteur, c'est la norme AB. Eh bien, le déplacement qui va de D vers C, effectivement, eh bien, est dans la même direction, puisque DC est parallèle à AB, puisqu'on a un parallélogramme. Ensuite, on va dans le même sens. De A vers B, on va vers la droite. De D vers C, on va vers la droite. Et la norme de notre déplacement, hein, ici, on a une longueur AB, là, on a une longueur DC, qui sont les mêmes puisqu'on a un parallélogramme. Donc, AB est bien égal à DC. Et de même, vous aurez le vecteur AD qui va être égal au vecteur BC. Ce qui signifie que le déplacement qui va de A vers D a les mêmes caractéristiques que le déplacement, que le glissement qui va de B vers C. Alors j'ai dit AB égale DC, mais j'aurais pu prendre aussi dans l'autre sens. J'ai aussi BA, le déplacement de B vers A est le même que le déplacement de C vers D. Et de même, on a le déplacement qui va de D vers A, qui est le même que le déplacement qui va de C vers B. Donc on a 4 égalités de vecteurs dans un seul parallélogramme. Donc pour résumer, un vecteur c'est donc un objet mathématique abstrait, c'est un ensemble infini de flèches qui ont les mêmes caractéristiques ici. Donc une direction qui est la droite ou tout au droite parallèle à celle-ci qui va donc porter notre déplacement. Un sens qui indique justement comment on va se parcourir les directions ou ce qu'on appelle les supports. Et ensuite la norme qui donne la longueur du déplacement.
Et maintenant, on peut donner une définition un petit peu plus rigoureuse des translations. Donc, on appelle translation de vecteurs AB. Ici, alors A et B sont données. D'accord? Je vais faire un petit dessin à côté. A, B. Donc, on appelle translation de vecteurs AB la transformation du plan qui, à tout point M, associe M' tel que, eh bien, ici, vous voyez, on va avoir un dessin. M est envoyé sur M' avec le même déplacement. Donc ici, on va glisser. Donc, et ce qu'on remarque, d'après ce que je viens de dire, c'est que ici, M' est caractérisé par le fait que A, M, M'B est un parallélogramme. Et donc, quand on n'a pas de carreau, eh bien, on va devoir faire, à la règle et avec une écart, plein de parallèles pour fabriquer plein de parallélogrammes. Quand on aura des carreaux, on peut caractériser facilement un déplacement en comptant les carreaux. On monte, on descend. Quand on n'en a pas, eh bien, on va devoir utiliser une construction géométrique qui va utiliser beaucoup de parallélogrammes. Donc, si vous voulez par contre parler de ABCD, il faut changer un petit peu la définition. Donc, A est envoyé, vous voyez, sur ma figure, A est envoyé sur B, D est envoyé sur C. D'accord? A est envoyé sur B et D est envoyé sur C. Donc, quand on parle de la translation, on met un petit T, la translation de vecteur AB, on va la noter TAB. Eh bien, ici, elle va envoyer D, donc l'image de D par cette translation, c'est C. Translation, c'est une application, donc une fonction du plan dans lui-même. L'image du point D, ici, ça sera le point C. Et ce qu'on remarque ici, c'est que pour avoir cette configuration, il faut que ABCD soit un parallélogramme. Donc, vous voyez qu'on aura beaucoup de parallélogrammes. Alors ici, vous voyez le déplacement qui va de A vers B. On pourrait le caractériser autrement qu'avec un parallélogramme en disant on se déplace de 3 carreaux vers la droite horizontalement et de 1 carreau vers le haut. Et c'est ce qu'on va utiliser quand on va passer au vecteur dans un repère. On va compter beaucoup de carreaux et on fera des calculs avec les coordonnées. Donc ça va simplifier cette notion un petit peu abstraite qui est le vecteur. Parfois, les vecteurs sont nommés à l'aide d'une seule lettre. Ici, on va nommer U avec une flèche. Ça peut être donc U, on peut avoir V, W. Voilà. Ce vecteur ici, on a dit, c'est un ensemble abstrait d'une infinité de déplacements. On peut très bien le représenter. D'ailleurs, on dit qu'on fait un autre représentant. Ici, on peut faire un représentant de U qui est issu de A. D'accord? Et donc ici, je vais représenter le même déplacement. D'accord? Supposons que j'arrive en B. Eh bien, on dira que le vecteur U a un autre nom. Son nom, c'est AB, parce qu'il peut être représenté ici par la flèche qui relie le point A au point B. Et ensuite, on dira tout simplement ici que cette flèche AB, c'est le vecteur AB, parce qu'après, c'est un petit peu compliqué de rester vraiment très rigoureux sur un langage qui est vraiment très abstrait. Ici, donc, on a le vecteur AB, après, par abus de langage, mais en fait, ce n'est pas le vecteur que vous voyez, c'est un représentant du vecteur que vous auriez très bien pu représenter issu d'un autre point, le point ici C, et on aurait eu évidemment un autre représentant ici, représentant toujours du vecteur U, mais qui pourrait s'appeler ici CD. D'accord? Donc, le vecteur U va être égal au vecteur AB, qui va être égal au vecteur CD, parce que de toute façon, tous ces vecteurs ici représentent le même glissement, ont les mêmes caractéristiques, donc ils sont toutes ces trois flèches ici sont portées par des droites qui sont parallèles. D'accord? À chaque fois sur mon dessin, on se déplace plutôt vers la droite, et on a la même longueur de déplacement, la même norme. Alors j'insiste vraiment sur la notion un petit peu abstraite du vecteur, parce que dans les exercices, on ne va pas vous demander de dessiner un vecteur. On vous demandera de représenter un vecteur. Quand on représente un vecteur, en fait, on dessine un de ses représentants. Parce qu'un vecteur, ça a une infinité de représentants. Pour parler de la norme, parlons un petit peu de la norme. La norme d'un vecteur. On a dit, la norme d'un vecteur, c'est donné par la longueur d'un de ses représentants. Donc ici, le vecteur U, je vais faire un représentant que je vais appeler AB. Voilà.
eh bien la norme de U, c'est égal à la longueur AB. D'accord? On a un symbole pour la norme ici. On met 2 barres autour du vecteur. La norme de U, c'est donc la longueur ici d'un de ses représentants. Donc ici, la norme de U, ça sera la norme du vecteur AB. Ça sera tout simplement la longueur AB. Donc quand on a le vecteur qui est donné par un couple AB, sa norme c'est tout simplement la longueur AB. Si on n'a que la lettre U, on est obligé de garder les 2 barres. C'est-à-dire un petit peu lourd ça, mais il va falloir s'habituer. Mais quand on a comme ça la norme d'un vecteur AB, on sait que c'est la longueur d'un de ses représentants, donc ici le représentant AB. Tout ça c'est très abstrait, vous voyez, donc il va falloir faire les exercices au fur et à mesure pour s'habituer. Mais vous allez voir que finalement, bon, c'est une définition très abstraite, mais ce qu'on en fait c'est assez concret, donc ça va rester abordable. Terminons par un petit exemple. Considérons donc la translation de vecteurs, ici sur mon dessin, de vecteurs AC. Qu'est-ce que c'est que cette translation de vecteur AC? C'est donc une transformation qui va du plan dans le plan, qui au point A associe le point C. D'accord? Qu'est-ce qui caractérise cette translation? Premièrement, cette translation, donc, A est envoyé sur C, donc la direction de cette translation, c'est une droite, c'est la droite AC ou n'importe quelle parallèle à AC. Donc, le vecteur AC, quelles sont ses caractéristiques? Donc, caractéristique C, donc, il est porté par AC, ou une parallèle à la droite AC. Ensuite, c'est donc sa direction, son sens de A vers C. D'accord? Et sa norme, c'est-à-dire la longueur du déplacement, eh bien, ça sera la longueur ici AC. Quelle est cette longueur AC? Ici, j'ai fait un rectangle. Donc, vous voyez, je vais utiliser Pythagore, j'ai 3, 2. Donc, la longueur AC, c'est racine carrée de 3 au carré 9 plus 2 au carré 4. Donc, c'est racine carrée de 13. Donc, le vecteur AC a pour norme racine de 13. Et si je veux calculer, enfin, tracer l'image du point B par cette translation, eh bien, je vais devoir ici bien tracer un parallélogramme, le parallélogramme AB. Ici, j'ai déjà deux côtés du parallélogramme. Je vais devoir fermer ce parallélogramme. Et le quatrième sommet, eh bien, ça sera l'image du point B. Ce sera donc B'. Ici. Et vous voyez bien que le déplacement qui va de B à B', eh bien, il est bien porté par une droite parallèle à AC, donc c'est la même direction. On va bien vers le haut, ici vers le haut à droite, donc on va bien du même sens que quand on va de A vers C, et la longueur est la même, puisque j'ai tracé un parallélogramme. Donc voilà comment on utilisera les vecteurs au départ, quand on est en seconde. Alors maintenant je vais finir cette vidéo par les autres définitions, ce qu'on donnait, on va dire, avant. Des définitions beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus en tout cas formelles. Alors pour comprendre ce qu'est un vecteur, on ne passe pas par les translations. On va parler de ce qu'on appelle un bipoint. Un bipoint, le bipoint ici AB. Un bipoint AB, c'est donc un couple, c'est le couple AB, on a A et on a B. C'est le couple de points A et B, mais ordonné. Donc le bipoint AB, c'est le couple AB, couple ordonné AB. C'est-à-dire que A est le premier, donc ça sera l'origine, et B, ça sera donc l'issue, la fin. Donc on a un premier point A et un premier point B. D'accord? Ça, c'est la première chose intéressante. Deuxième chose, on dit que deux bipoints, on va les appeler AB et CD, sont équipolants. Alors ça, c'est des mots qu'on n'utilise plus, mais qui existent, sont équipolants si et seulement si AB DC est un parallélogramme. C'est vraiment les définitions qu'on donnait il y a quelques années. Donc je vous expliquais. Donc ici, vous avez le bipoint AB. Le bipoint AB, comment on peut le représenter? Puisque c'est un couple ordonné, on peut le représenter par une flèche. Comme ça, on a bien un couple avec ici un déplacement de A vers B. Ici, eh bien, on a un couple CD, donc un couple ordonné. Donc C, c'est
on a C, et ici, on a donc D, de façon à ce que AB, DC soit un parallélogramme, d'accord? Et on va dire donc que ces deux couples, ces deux bipoints, donc sont équipolants, d'accord? Si et seulement si ABDC est un parallélogramme. Et comme ça, on va retrouver la notion plutôt de vecteur. Et la définition devient très simple. Donc définition, ce qu'on appelle le vecteur AB, c'est l'ensemble de tous les bipoints équipolants à, donc au bipoint AB. Alors moi j'aime bien cette définition, elle est beaucoup plus, on va dire, formaliste, mais on comprend bien qu'un vecteur, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un ensemble infini de choses, un ensemble infini de couples ordonnés, de couples orientés. Donc, ce qu'on pourrait qualifier ici de représentant, le représentant d'un vecteur, c'est un bipoint, c'est-à-dire un des couples qui forment cet ensemble infini, qui est le vecteur. Donc ici, si je représente ici un troisième couple, ici EF, bien ce couple, ça forme un bipoint, donc un couple EF avec E en premier, donc il y a un ordre, et donc l'ensemble de tous ces bipoints, ça va former ce qu'on appelle un vecteur, donc quelque chose qui, vous voyez, qui est compliqué. Donc un vecteur, c'est un ensemble infini de choses, que vous pouvez nommer par n'importe lequel justement de ces éléments, donc le vecteur AB, ici, eh bien, on pourrait très bien le nommer CD, puisque CD, c'est un déplacement, et donc vous avez le couple CD qui est un autre bipoint de la même famille, on pourrait l'appeler EF, etc. Donc cette notation qui est compliquée, cette définition, mais qui est un petit peu plus rigoureuse, puisqu'on comprend très vite, avec ça, qu'un vecteur, c'est donc un ensemble infini de choses. Pour faire un parallèle mathématique avec une autre notion, c'est les fractions. Par exemple, quand on met 4 septièmes, 4 septièmes, qu'est-ce que c'est? On vous a dit c'est égal à 8 quatorzièmes. Mais c'est aussi égal, on va dire, à 12 sur 21. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Eh bien, on pourrait appeler une fraction l'ensemble, ici, des couples qui, quand on fait la division, donnent le même résultat. Donc une fraction, c'est aussi un ensemble compliqué, qui est un ensemble infini. Donc ici, 4 septièmes, on pourrait très bien considérer que c'est l'ensemble de toutes les fractions, toutes les fractions qui valent 4 sur 7. D'accord? Donc le nom qu'on a choisi pour cet ensemble, c'est 4 septièmes, parce que c'est la fraction réduite, mais on pourrait très bien lui donner le nom 8 sur 14. Et donc l'ensemble des fractions égales à 4 septièmes, c'est un ensemble infini, qui a pour représentant 4 septièmes, qui a pour représentant 8 sur 14 ou 12 sur 21. On est dans un ensemble qui a la même nature, vous voyez. 4 septièmes, c'est une notation qui permet de représenter un ensemble infini de choses. Et le choix de votre représentant, bien, il dépend de ce dont vous avez besoin à l'instant présent. Si vous voulez une fraction réductible, vous direz 4 septièmes. Si vous voulez plutôt une fraction avec un dénominateur 14, vous direz 8 sur 14, etc. Donc on est dans un même type d'ensemble. Les vecteurs, c'est un ensemble infini, dont le nom dépend un petit peu de la situation. Chacun des représentants peut donner son nom à l'ensemble lui-même. Alors on n'ira pas plus loin parce que là, on part assez loin du problème de seconde, mais on arrive, pour ceux qui connaissent, dans le domaine des relations d'équivalence, d'accord, comme pour les modulos 2π, etc. Donc on va s'arrêter là pour les f de seconde. Donc rappelez-vous, un vecteur, c'est un objet compliqué. À bientôt.